Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude étant donné que les bourses US étaient fermées hier et que nous avons à 14 h cet après-midi les stratégies bourse Forex. Tout de suite, direction les bourses européennes qui ont terminé en hausse malgré des volumes réduits, comme vous le savez, par l'absence des investisseurs anglais et américains pour cause de jours fériés. Les marchés misant pour l'instant, on va dire, sur l'effet bénéfique de la levée progressive du confinement sur l'économie, un facteur qui l'emporte pour l'instant sur le regain de tension qu'on a eu quand même durant tout le week-end entre les États-Unis et la Chine. Effectivement, la tendance a été soutenue par la poursuite de la levée des mesures de confinement dans plusieurs pays, du Japon à l'Espagne, qui alimentent justement les espoirs d'un retour progressif à la normale de l'activité des entreprises. D'autant qu'on a eu quelques indicateurs, on a eu le climat des affaires en Allemagne, première économie d'Europe, montre déjà des signes d'embellie. Effectivement, on a eu l'indice IFO, baromètre très suivi du moral des patrons, qui est remonté, lui, à 79,5 en mai. Un rebond un peu plus marqué qu'attendu. Enfin, ce bon chiffre aussi a occulté la confirmation de la contraction de 2,2% du produit intérieur brut, donc du PIB allemand au second trimestre. Fort de ces nouvelles, eh bien, les investisseurs mettaient encore de côté les tensions croissantes qu'on a eues durant le week-end, quand même, comme je vous le disais, entre la Chine et les États-Unis, ravivées par le retour des protestations à Hong Kong, surtout en réaction à un projet de loi chinois sur la sécurité qui vise à interdire la trahison, la sécession et la sédition et la subversion. Donc, pour le moment, malgré ces tensions, un peu cette ambiance de guerre froide entre les deux nations, eh bien, les investisseurs continuent de voir, on va dire, en quelque sorte, le verre à moitié plein et surtout, ils misent et ils parient sur une reprise économique rapide. Côté macro, ici, nous avons le graphique du S&P 500 avec les injections de liquidités qu'il y a eu durant fin 2019 à aujourd'hui. Et on voit clairement qu'on a une grosse corrélation entre la hausse du S&P et les injections de liquidités. Effectivement, même on voit depuis 2019, quand les marchés boursiers ont chuté fin 2018, 2019, eh bien, hop, on a de nouveau injecté des liquidités et on voit que c'est aussi ça qui a permis de soutenir, en quelque sorte, pas artificiellement, mais qui a permis en tout cas la réalisation d'une excellente performance des indices boursiers dans le monde en 2019. Là, bon, crack suite au Covid-19 et derrière, injection une nouvelle fois massive des liquidités pour se retrouver à des niveaux records et voilà, encore une fois, on constate bien que les injections de liquidités soutiennent et gonflent artificiellement, on va dire, le S&P, enfin du moins l'ensemble des indices mondiaux. Effectivement, on a les injections de liquidités qui soutiennent les indices. On a des nouveaux records de liquidités déversés par la Fed, avec plus de 3 000 milliards en 3 mois, comme je vous l'avais montré précédemment dans les précédents briefings des marchés, avec le bilan de la Fed qui était passé de 4 000 à 7 000 et celui de la BCE qui était passé de 4 000 à 5 505. Et d'ailleurs, je vous avais montré aussi un graphique la semaine dernière regroupant la BOE, la BOJ, la Banque centrale et la Fed qui, en 2 mois, avaient injecté plus de liquidités que durant les 10 dernières années, ce qui montre à quel point les fondamentaux peuvent se retrouver contrés finalement par la puissance des banques centrales. Donc, un, record de liquidité. 2, on a eu une explosion de l'endettement du gouvernement américain.
comme cela avait pu être le cas pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Et 3, stimulus fiscal et baisse des taux en pagaille un peu partout dans le monde. Donc forcément, quand on réunit ces 3 éléments, bah, ça crée un petit cocktail qui permet au S&P en tout cas de rebondir comme l'ensemble des indices malgré des fondamentaux qui ne sont pas au rendez-vous en tout cas, que ce soit la macro ou la micro, comme on a pu le voir ce week-end avec la société Hertz qui s'est déclarée être en faillite. Et comme on a eu encore ce matin, une nouvelle compagnie aérienne qui s'est aussi déclarée être en faillite. Donc, finalement, pour le moment, eh bien, ces 3 éléments que je viens de vous citer, donc l'endettement, la liquidité, le stimulus fiscal et la baisse des taux, permet de garder le marché la tête hors de l'eau, on va dire. Ici, ce sont les prévisions de Goldman Sachs concernant le chômage aux US. Donc, comme vous le savez, le chômage a atteint un pic. Oui, oui, comme quoi je disais, les fondamentaux, on a aussi le chômage aux US. Hein. Si on prend du recul et qu'on regarde ce graphique, même en 2008, on n'avait pas atteint un chômage aussi haut. Et donc Goldman Sachs a fait de nouvelles prévisions concernant le chômage et ils estiment que le chômage américain pourrait dépasser les 25%. Bon. Powell, le président de la Fed, avait dit la même chose. On pourrait avoisiner entre 25 et 30%. Donc non seulement Goldman Sachs dit que cela est historique, ce qui est le cas, hein, ici, même durant le crack, ici on n'en avait pas eu un chômage aussi élevé, pareil durant la crise des dot-com en 2000 et surtout en 2008 qui était quand même une crise assez importante, une récession très profonde, on était monté à 10, on n'était pas monté à 14,7. Donc là on pourrait même monter entre 25 et 30. Et Goldman Sachs estime quand même qu'il sera très difficile de revenir en arrière dans un court laps de temps. Et ça, c'est ce que le marché anticipe en fait. Actuellement, c'est que les bourses anticipent une reprise rapide de l'activité. Elles font le pari que l'économie et que l'activité et que les ménages vont de nouveau reconsommer comme avant, très rapidement. Alors que Jérôme Powell et Goldman Sachs, eux, disent oui, un pic va être atteint vers les 25, donc ça va être difficile d'avoir un taux de chômage plus élevé. Mais on va pas redescendre. Ici, on était à quasiment 3,7, 3,5. Vous voyez? Donc, on va pas repasser de 25 à 3,5 en seulement quelques mois. Ils estiment qu'il va être très difficile de revenir en arrière dans un court laps de temps, et ce qui réduit en fait les chances d'une reprise en forme de V, ce qui est actuellement le cas. En tout cas, ce que les marchés sont en train de pricer actuellement, c'est une reprise en V-bottom de l'économie, donc une reprise très rapide. Donc, malgré une dégradation et des chiffres macro plutôt horribles, même micro, le marché continue en quelque sorte à avancer avec des œillères en se disant le pire est derrière nous, donc le chômage lui peut encore monter, on va sûrement faire un pic entre 20, 25, peut-être 30%, mais derrière, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a aucune certitude, il n'y a aucune certitude que le marché va retomber à 3,5% de chômage aux États-Unis. Si on redescend à 15, 10%, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, si on prend du recul pour se dire, si on retombe à 10%, au final, on sera au point haut de 2008. Donc, forcément, les fondamentaux ne seront toujours pas au rendez-vous. Et est-ce que, la grande question, c'est est-ce que malgré un taux de chômage à plus de 10%, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cela peut permettre d'avoir une reprise de l'économie en V? Donc ça, pareil, il faut laisser du temps au temps, une nouvelle fois. On le saura suffisamment assez vite au cours des prochaines semaines, prochains mois, je pense, surtout avec l'arrivée des résultats du T2. Et à partir d'ici, on devrait commencer à avoir un peu plus de visibilité et on verra bien si, oui ou non, la reprise en V est faisable, même que là, ce n'est que mon avis, me paraît ambitieux.
Tout de suite, passons à la partie graphique avec le CAC 40 pour commencer. À la croisée des chemins. On se trouve à la croisée des chemins sur le CAC. Ça y est, on a un réveil. Les éléments qui plaident, on va dire, en faveur d'une poursuite de la hausse, j'en vois deux pour le moment. J'en vois deux. Pour moi, c'est le fait qu'on ait gapé, vous voyez, on l'a gapé. En fait, ce matin, on a ouvert à la hausse et on a carrément gapé cette résistance. Là, on butait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la sixième fois, en fait, c'est même pas un. Je suis en dire que c'est plutôt un passage en force. C'est même pas un passage en force. En fait, on l'a vraiment gapé. Donc, c'est quand on gape un niveau technique comme ça, c'est quand même important. Faut que ça tienne maintenant, en fait. Faut juste que ça tienne. Si c'est comblé derrière et qu'on repasse en dessous, donc même scénario qu'ici, bull trap. Mais c'est intéressant de voir que voilà, quand ça passe pas durant la séance, bah, finalement le marché se dit bon bah le passer hors séance avec un gap. Donc les gaps de rupture, de cassure de résistance, c'est quand même assez puissant. À confirmer, surtout à confirmer, et pas se dire encore une fois c'est un vent d'espoir et derrière ça retombe et finalement bull trap. Dans ce cas-là, bon bah ce sera un signal de vente. Pour le moment, c'est plutôt un signal technique haussier. La clôture hebdomadaire, derrière, ce serait bien qu'elle se fasse au-dessus des 4006, puisque si on évolue juste 2 jours et derrière ça retombe, au final, c'est aussi considéré comme un bull trap. Deuxième élément que j'aime bien, que je trouve assez propre techniquement, c'est tout simplement en 1 heure. Là, pour celles et ceux qui ont suivi la formation sur les figures chartistes, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un drapeau. On avait un drapeau. Vous voyez, voilà. Donc joli drapeau. Et on casse la borne haute et derrière, poursuite de la hausse. En tout cas, même constat, en fait, si je dois mesurer le mât pour reporter la hauteur de ce mât, à peu près. Hop, si je prends le point, voilà, juste là, ça donnerait un objectif vers les 4700. Vous voyez? Juste ici. Donc ce serait de retourner chercher le point haut ici. Voilà les signaux, en tout cas, qui plaident pour une poursuite de la hausse. Donc, on va voir quand même avec les US qui étaient fermés durant 3 jours. Donc, est-ce qu'ils vont soutenir cette hausse ou au contraire se dire attention, on est un peu haut là, on va peut-être corriger. En tout cas, même sur le Dow Jones, sur le futur, on regardera demain plus. Mais voilà, on casse des niveaux techniques. Et le CAC, on avait cette fameuse grosse zone des 4006, donc on est passé au-dessus pour le moment. Et si ce gap n'est pas comblé, on pourrait se diriger vers les plus hauts pour aller chercher l'objectif théorique du drapeau à 4007. Voilà un peu le plan, la prévision à court terme sur le CAC. Et peut-être qu'on pourra avoir un nouveau range. Mais prudence si le marché réintègre ce support, cette résistance, là c'était une résistance mais qui est devenue support, si on réintègre ce support, là ce sera le même scénario qu'ici, vraiment le cas, typiquement le bull trap. Le DAX, on est venu combler le gap, ça y est, enfin. Voilà, j'évoquais la possibilité de venir combler ce gap. Donc derrière, est-ce que le mouvement va prendre? Effectivement, on consolidait dans un range. Ici, on a eu un gros range. Donc si on sort par le haut, on peut aller encore chercher un peu plus haut. Toutefois, on a fait quand même déjà 2 belles séances ici. Et pour le moment, pareil, on se trouve à la croisée des chemins. Voilà. Pour moi, on est venu combler le gap. C'était vraiment le gros niveau technique. Je n'écarte pas un pullback. Voilà. Venir faire un pullback avant de repartir, mais pour le moment, même constat, le flux est haussier et on casse des résistances. On a atteint un niveau technique majeur étant donné qu'on est venu combler ce gap, mais peut-être qu'il y a encore de la place pour aller un peu plus haut.
Et là, finalement, non. Ici, c'est pas comme le cas qu'on avait un drapeau. Là, on avait plutôt une phase de consolidation. On est reparti à la hausse. Plutôt neutre sur le CAC, le DAX. Plutôt neutre. Parce que on est quasiment sur les... Pourquoi pas aller chercher les 61,8? Effectivement, on a cassé les 50, on est venu combler le gap, assez neutre parce que pour moi c'était un gros niveau que j'attendais ici. Aller chercher les 61,8 me semblerait effectivement logique étant donné qu'on a cassé les 50, donc le prochain gros niveau ce serait les 61,8. Donc pourquoi pas encore aller grappiller 11 680, faire un pullback et aller chercher le niveau des 61,8. On fera le point demain surtout avec l'ouverture des bourses US cet après-midi. Suite à un week-end prolongé de 3 jours, ça devrait donner un peu plus de visibilité pour la semaine. Concernant le Forex, on va commencer avec l'euro-dollar qui reprend un peu de hauteur. Ce matin, on a une belle bougie quand même. Ça sent la rotation partielle de range. On sent la rotation partielle. Exactement. On va retourner tester la borne haute. À voir ce que ça va donner. Et on s'approche de la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on va avoir un passage en force ici ou pas? Faut attendre. Faut attendre un nouveau test des indices et de la moyenne mobile 200. On peut très bien faire un double top aussi. Repartir en direction des indices, échouer, venir chercher un moyenne mobile, et puis finalement valider un magnifique double top. Mais voilà, pour le moment, on est au milieu de nulle part. Faut attendre le nouveau test sur les indices. Et je pense que le marché pourrait très facilement aller chercher sa moyenne mobile voilà, 200. Là, on va avoir un gros niveau hein, là, au cours des prochains jours. Zone prix rond, zone psychologique, indice, zone de polarité. Hein. Vous voyez ici que le marché a parfaitement réagi sur ce niveau technique. Et moyenne mobile 200 qui va venir coiffer les prix encore une fois. Donc ça va, c'est un élément convergent, un élément convergent avec notre résistance horizontale. Donc forcément, gros niveau technique. Et si on casse, effectivement, on ira chercher les 1,1075 et on continuera à aller en monter en direction des 1,11. Sinon, à surveiller, hein, on peut très bien avoir un nouvel échec ici et puis consolider dans un range encore pendant plusieurs séances. L'AUD-USD. L'AUD-USD qui est sorti de son range de consolidation, rappelez-vous, je l'attends sur la grosse zone. On fera le point cet après-midi dans les stratégies bourse. Petit rappel, ici, cette zone 0,66,7, 0,67,10, cette zone de 40 pips représente un niveau mensuel, comme vous pouvez le voir ici, ici, ici. Dynamique de fond baissière, excès baissier, on remonte, mais la tendance est baissière. Donc ici, intéressant de surveiller pour reprendre la dynamique baissière. Okay. Toutefois, il faut un signal de retournement. Donc on arrive proche d'une énorme zone mensuelle. Donc les zones mensuelles, c'est des niveaux qu'on va travailler pour essayer de se positionner, soit pour reprendre, pour faire un reverse qu'on appelle, donc pour reprendre dans la dynamique baissière actuelle, pour se repositionner dans la dynamique baissière actuelle. En hebdo, voilà, on a encore cette moyenne mobile 50 hebdomadaire qui converge avec notre seuil. Vous voyez, donc pareil, elle vient renforcer ce niveau technique puisqu'on a des éléments qui convergent, des éléments convergents. Donc on a la zone de prix, la moyenne mobile 50 hebdomadaire qui venait coiffer les prix à chaque fois. Et en journalier, un peu plus bas, on a la moyenne mobile 200 journalière. Donc on approche d'un gros niveau, donc c'est une grosse zone qui va se travailler ici. Si on casse avec une bougie flux, par contre là, on va avoir un flux, une accélération assez violente. Mais
suite à cet excès baissier, cette accélération haussière qui est aussi fulgurante, je trouve, je surveille plutôt ce niveau pour un reverse, comme je vous l'explique, pour surveiller un retour, en tout cas en direction des 0,63. Donc ça va être une grosse zone à travailler au cours des prochaines séances, en tout cas. Vous voyez ici, c'est une zone de polarité et c'est aussi une zone mensuelle. Donc attention, on est proche d'un gros niveau, en tout cas on consolidait, on sort par le haut. Si je reporte l'objectif théorique, c'est d'aller chercher les 0,67. Donc on fera le point aussi cet après-midi. L'USD CAD. USD CAD, où en sommes-nous? Triangle descendant, toujours en place. Toujours dans notre triangle descendant, il faut attendre la cassure d'une des deux bornes qui permettra de donner le tempo pour la suite. En tout cas, on a une grosse résistance. Là aussi, d'un côté, si ça casse, bon, on a un gros gap laissé ouvert, mais le pétrole monte. C'est pas pour autant que le dollar US cède du terrain. Là, c'était quand le pétrole chutait, il accélérait, et là, au contraire, le pétrole, on est passé de 10 à 33. Le dollar américain reste quand même assez fort, je trouve, malgré on a une corrélation entre la paire USD-CAD avec le pétrole, mais le dollar reste quand même assez soutenu, reste assez fort, je trouve, malgré le rebond assez impressionnant du pétrole. Mais on est toujours dans cette figure, on est sur un niveau de support très important, donc pareil, il faut laisser encore du temps au temps. Et on verra si ça casse. En tout cas, l'objectif théorique, ce serait d'aller chercher le gap qui a été laissé ouvert ici. Et au contraire, si on casse la borne haute, ce serait de viser les plus hauts, enfin l'ancien voilà, zone de prix qu'on a travaillé vers les 1,46. Euro NZD, ça retombe finalement, étant donné que les bourses montent, l'euro corrige, enfin, du moins chute. Pareil, hein, corrélation de l'euro NZD avec les bourses, l'ensemble des bourses. Quand les bourses chutent, l'euro NZD a tendance à monter, et quand elles rebondissent, du moins qu'elles reprennent un peu de hauteur, eh bien l'euro corrige. Ici, c'est le cas. Et on va partir dans un range. Vous voyez, on peut le tracer très facilement ici, et on va voir un gros range à venir sur l'euro NZD. Entre 1,8255 et 1,76, 1,76, 1,7610. Donc pareil, mise en place d'une stratégie de trading range sur cette paire. Hop. Voilà. Faut attendre la borne basse. Encore une fois, hein, faut attendre le retour sur la borne basse. Si ça casse, bon, on ira sur les 1,71, et au contraire, si on rebondit, et bien, stratégie de ping-pong, hein, retour à l'envoyeur, et on attend que ça casse, soit on attend que ça casse un niveau de support ou de résistance pour accompagner le flux, soit mise en place d'une stratégie de ping-pong avec changer de retournement ou divergence ou d'autres indicateurs, hein, pour avoir confirmation qu'on a potentiellement un signal de retournement à venir. Passons aux matières premières maintenant, avec le gold qui cède un peu du terrain. Le gold, hein, forcément, avec la montée des indices, l'appétit pour le risque, eh ben, ne favorise pas le gold, qui est plutôt un actif en période, enfin, du moins un actif recherché en période d'aversion au risque. Mais là, depuis vendredi dernier, eh bien, les bourses reprennent de la hauteur, et donc ça ne soutient pas le cours de l'or, même si la création monétaire et les injections de liquidités soutiennent le cours de l'or. À court terme, en tout cas, voilà, quand les indices prennent, comme hier, le DAX qui prend 3% quasiment, forcément, le gold en pâtit un peu. Techniquement,
Où en sommes-nous? Toujours dans ce triangle. C'est vrai qu'on est en train de casser l'oblique baissière. C'est dommage. Le triangle, lui, n'est pas invalidé. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on tente, voilà, de prendre appui. Voilà, on est pile poil ici sur les anciens tops. Voilà, sur les anciens tops. On vient prendre appui sur ces anciens tops ici. On a potentiellement un biseau pour moi, juste ici. On est sur support et juste en dessous, on a la moyenne mobile 200 qui viendrait, si on casse le support, qu'on fait un excès, qui viendrait soutenir en tout cas sur les prix sur la borne de base du biseau. Voilà les éléments techniques, on va dire les derniers remparts qui permettent de soutenir en tout cas le cours de l'or et de ne pas invalider le triangle. Le triangle sera invalidé si les prix repassent sous les 1700, clairement. Sinon, pour le moment, ça consolide. Ça consolide et on a un flux vendeur étant donné que prise de bénéfices, première fois en direction des 1750, et derrière les indices qui profitent en tout cas des dernières avancées sur le déconfinement, d'une reprise rapide de l'économie, et donc la hausse forcément ne soutient pas à court terme, en tout cas à très court terme, le cours de l'or. Donc voilà ce qu'il va falloir surveiller, la cassure des 1714, vraiment, ça va être un signal qui indiquerait potentiellement un dysfonctionnement du triangle. Mais pour le moment, on peut très bien aussi encore consolider dans un biseau descendant, venir chercher la même 200 et hop, sortir du biseau et rejoindre les 1750 pour atteindre l'objectif théorique du triangle, je rappelle, à 1800 $. Le Brent, encore une fois, bon, le pétrole, hein, c'est aussi les indices rebondissent aussi car ils sont soutenus par les cours du pétrole, hein, on continue cette avancée, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc théorie de dos, pas de signal vendeur, euh, enfermé entre deux niveaux, niveau à surveiller, le niveau des 37, mais pour le moment c'est haussier. C'est haussier et les personnes qui payent la cassure des anciens plus hauts bah, ont raison et remontent leur stop petit à petit. Hein. Ici, cassure, on remonte le stop, on paye, cassure, on remonte le stop, cassure des anciens plus hauts, on remonte le stop sous l'ancien creux et ainsi de suite. On travaille, là si on casse les 37, cassure, on remonte le stop sous le creux et on accompagne. Le but ça va être vraiment d'accompagner ce mouvement jusqu'à l'essoufflement. Même si je suis un peu perplexe sur ce rebond, je trouve, on est quand même passé d'un excès à un autre, extrême peur à extrême euphorie, surtout sur le WTI. Mais je ne vais pas me mettre à contre-courant et dans le sens contraire de la théorie de dos. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir un biais pour le coup. Donc c'est haussier, en tout cas en 4 heures. En 4 heures, c'est haussier, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et en journalier, c'est haussier et aucun signal de retournement. Ça consolide, ça plafonne ici. Effectivement, on est proche d'un gros niveau, mais pas de signal, donc ça sert à rien pour le moment de se mettre de vendre le pétrole, étant donné que on n'a pas suffisamment d'éléments, en tout cas, qui nous disent qu'on va avoir un retournement à court terme. Certes, on est un peu prisonnier entre deux gros niveaux. Si on casse les 37, on va plutôt aller chercher les 41. Et pour rappel, on a quand même la divergence qui est toujours en place et qui fonctionne parfaitement. Donc la divergence, ça va commencer à m'intéresser lorsque l'indicateur s'approchera de la zone des 50. Et à partir d'ici, on pourra faire une analyse un peu plus poussée si on a un échec sur la zone des 50. Effectivement, pour avoir un essoufflement du rebond.
Mais on attaque quand même la 5e semaine de hausse sur le pétrole, donc ce n'est pas rien aussi. Mais aucun signal de retournement pour se positionner à la baisse sur toutes les unités de temps. Pareil pour le WTI. Le WTI, l'objectif théorique, lui, il est quasiment atteint. Bon, 35. C'est quoi? C'est le plus haut d'ici. Le plus haut, 36-35 à peu près. 2 $. 2 $ et l'objectif théorique de cette divergence sera atteint. Mais là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est pareil. C'est que je pense que quand on va aller chercher l'objectif théorique, le RSI va s'approcher des 50, logiquement. C'est pour ça que ça me plaît ici. Ce serait bien d'atteindre l'objectif théorique, buter sur les 50. Pourquoi pas faire un excès sur la zone trimestrielle vers les 37,75. Et là, éventuellement, se positionner pour tenter une vague corrective et un rebond. Enfin, un repli, pardon. En journalier, c'est oscillé, le pendu a dysfonctionné, hein. C'est un chandelier avec un seul pattern, il faut attendre le chandelier suivant. On voit bien que le chandelier suivant, la clôture, s'est faite au-dessus de la clôture précédente, donc invalidé pour le moment, même invalidé tout court, même si le pattern était assez beau. Et là, on est en train de casser une résistance. Pareil, journalier, aucun signal. 4 heures, théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Finalement, on faisait le pullback, on sort, consolidation. Plutôt une consolidation. Est-ce que je peux retracer pour cadrer? C'est pas bon. C'est dommage. Je peux pas tracer une belle droite de tendance. Peut-être comme ça, mais j'ai pas beaucoup de points de contact. Mais c'est haussier. Encore une fois. Et on casse des résistances. Donc laissons le marché monter et attendons un véritable essoufflement. C'est vrai que payer maintenant, c'est peut-être un peu tard, surtout après un rebond, on passe de 10 à 35 et on approche d'un très gros niveau et du comblement du gap. Donc, effectivement, ici, on s'approche d'une grosse zone. Plutôt pareil, comme sur la UD-USD, on est sur un reverse ici. Pourquoi pas chercher pour tenter un repli plutôt que chercher des positions, du moins se positionner même dans le flux, en tout cas c'est possible, mais c'est un peu tard, en tout cas, il faut aller se positionner limite avant pour accompagner, et là après une hausse de quasiment 223% en même pas un mois, c'est ambitieux de viser un peu plus haut, sachant qu'on approche d'un gros niveau technique. Mais encore une fois, on ne se met pas à contre-courant si on n'a pas un signal vendeur, baissier, qui est renforcé par d'autres éléments, pour tenter une correction baissière sur des prochains niveaux de support. Pareil, on surveillera ça en temps voulu au cours des prochains jours. On devrait avoir un signal technique assez rapidement sur le pétrole, je pense. Pour terminer, le Bitcoin. Il a du mal. On a du mal sur la crypto quand même, je trouve. Ça peut consolider, hein, ça peut consolider, mais comme je vous le disais, depuis le 20 mai, là, suite au réveil d'un portefeuille dormant créé en 2009, donc lors des premiers blocs minés de la chaîne, donc portefeuille pouvant potentiellement appartenir à Satoshi Nakamoto, le créateur du BTC, le marché s'est replié. Donc on n'a aucune certitude que ce portefeuille lui appartient. Il peut très bien appartenir à quelqu'un qui l'a aidé durant
la naissance du projet, quelqu'un qui a aussi miné les premiers BTC pour créer la première chaîne de blocs. Aucune certitude qu'il appartient au présumé Satoshi Nakamoto. Toutefois, ça crée du doute. Ça crée du doute et on sait que Satoshi Nakamoto a aussi importé un wallet, comme ils appellent, un wallet avec potentiellement entre 1 et 1,1 million de BTC, ce qui représente environ 10 milliards actuellement. Donc c'est sûr que voir un portefeuille qui se réveille après 11 ans, ça crée du doute, de l'incertitude, et on se dit surtout s'il y a 1,1 million de BTC, ça pourrait créer un effondrement des prix si la personne décidait un jour de vendre une bonne partie des bitcoins sur le marché. Donc, suite à ça, le marché s'est replié. Est-ce que c'est le portefeuille de Satoshi Nakamoto ou pas? Personne ne le sait vraiment, mais ça suffit pour créer du doute et de l'incertitude sur le marché. Le fait de voir les investisseurs étaient persuadés que ces wallets étaient dormants et ne se réveilleraient jamais. Finalement, 11 ans après, on a quand même eu le réveil de ce wallet dit antique. Et pour le moment, ça consolide. Ça consolide. Donc certes, on a enfoncé quand même des gros niveaux, hein, zone de polarité, oblique, canal baissier, donc plutôt des signaux vendeurs. Toutefois, on peut encore consolider. Comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on sort d'un canal haussier qu'on baisse à chaque fois. Il y a 3 types de tendances, hein, haussière, baissière et tendance latérale. Et on pourrait très bien partir dans une phase de latéralisation des prix pour le moment. Et pour moi, la cassure des 8005 donnerait le tempo pour aller chercher les 7630 derrière. Pour le moment, on est vraiment prisonnier entre voilà, bas de canal, oblique qui vient coiffer les prix et le support. Pareil, on manque un peu de visibilité, je trouve. La dynamique, elle reste haussière. Mais si on passe en dessous des 8005, forcément, je m'attends à un retour sur les 8000, 7630 et pourquoi pas 6580. Et de l'autre côté, eh bien, faut encore une fois, hein, faut une belle bougie flux pour aller chercher les 9007, casser les 9007, mais je trouve que le Bitcoin finalement a du mal, hein. On échoue ici, breakout avorté, troisième fois ça passe mais ça tient pas, et puis là on va tenter une quatrième fois. J'ai l'impression que plus on échoue, plus finalement l'objectif d'aller chercher les 10 009 s'éloigne. On échoue une fois, deux fois, bon, ok, 3 fois ça passe, hein, comme ici, finalement. C'est un gros niveau, hein. Ça passe pas une première fois en 2019, ça passe pas en février 2020, ça passe pas ici, ça passe pas à breakout avorté ici. Voilà, j'ai l'impression que c'est la zone que tout le monde attend. Beaucoup de gens s'en battent une fois qu'on arrive ici, mais pas de carburant, manque de peps. Et j'ai l'impression que plus on échoue sur ce niveau-là, et plus l'objectif s'éloigne finalement, et plus on a un risque de correction à venir. On fera le point aussi au cours des prochaines séances pour confirmer en tout cas si oui ou non on a un range. Peut-être qu'on va avoir un énorme range de consolidation ou un triangle, je sais pas. Ou un triangle comme ça. J'attends de voir pour avoir un historique plus long. J'arrivais pas à déterminer si en prenant les mèches, on pouvait finalement travailler cette zone dans un triangle ou un range, ou au contraire repartir à la baisse. Donc pareil, ce sera intéressant d'avoir un historique un peu plus long pour essayer d'affiner en tout cas le plan global sur le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, cet après-midi, n'oubliez pas de vous inscrire à 14 h pour faire un point complet et un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs. Pour les autres, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.